Le secrétaire général et président Tolam a entamé sa visite d'État en Irlande. Cette visite ouvre une nouvelle étape dans les relations bilatérales. Le Premier ministre Pham Minh Chinh appelle à une mobilisation générale pour mettre en œuvre les engagements pris par le Vietnam lors de la COP26. Sans une intervention rapide, les marées de déchets menaceront sérieusement l'environnement, l'écosystème et les activités touristiques de la baie de Long. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être venus dans cette nouvelle édition du journal francophone. Le président néerlandais Michael D. Higgins a présidé aujourd'hui à Dublin une cérémonie officielle d'accueil en l'honneur du secrétaire général et président Tolam, qui effectue du 1er au 3 octobre une visite d'État en Irlande. Après la cérémonie, les deux dirigeants ont eu une réunion privée, puis un entretien officiel. Le secrétaire général et président Tolam est le premier chef d'État vietnamien à se rendre en Irlande depuis l'établissement des relations diplomatiques bilatérales en 1996. Cette visite ouvre une nouvelle étape de développement entre le Vietnam et l'Irlande, contribuant à promouvoir la confiance politique et la compréhension mutuelle. La coopération économique, commerciale et éducative est actuellement un point positif dans les relations bilatérales. L'Irlande est actuellement le 6e partenaire commercial du Vietnam sur le marché de l'Union européenne. Lors de leur entretien, Michael Higgins et Tolam ont convenu de promouvoir la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la science et de la technologie, de l'innovation, de l'éducation et de la formation et de l'agriculture. Les deux dirigeants ont convenu de la nécessité de tirer efficacement parti de l'accord de libre-échange EVFTA afin de porter le commerce bilatéral à 5 milliards de dollars d'ici 2026. En ce qui concerne la coopération au développement, l'Irlande considère le Vietnam comme un partenaire prioritaire dans sa politique de coopération au développement, en se concentrant sur les domaines de l'éducation, de l'égalité des sexes, de la réponse au changement climatique et du soutien aux minorités ethniques. L'Irlande continue de fournir une aide publique au développement non remboursable au Vietnam dans les domaines de la réduction de la pauvreté, de l'éducation et de la formation, de l'aide aux personnes handicapées et du déminage. Ce mercredi matin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé la 5e réunion du Comité national chargé de la mise en œuvre des engagements du Vietnam à la COP26. Lors de cette réunion, le comité a évalué les progrès accomplis dans la réalisation des engagements pris par le Vietnam. Lors de la COP26, la mise en œuvre de l'accord de transition énergétique juste GETP et les avancées de la communauté asiatique à émissions nettes nulles, ASEC. Le Premier ministre a appelé à une mobilisation générale pour atteindre les objectifs fixés lors de la COP26. Il a souligné l'importance d'achever le mécanisme visant à attirer des ressources pour la transition verte, de développer de nouvelles technologies pour réduire les émissions, ainsi que de former des ressources humaines de haute qualité dans ce domaine. Dans la même journée, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une conférence en ligne sur l'extension des carnets de santé électronique et la délivrance de casiers judiciaires via la plateforme VNeID. Lors de cette réunion, le chef du gouvernement a souligné l'importance des carnets de santé électronique. Le Vietnam a déjà mis en place une base de données nationale et spécialisée permettant de connecter et de partager des informations. Pham Minh Chinh a également insisté sur la nécessité d'investir dans le développement des infrastructures et des plateformes numériques, ainsi que dans la promotion des services publics en ligne. À présent, plus de 32 millions de carnets de santé électroniques ont déjà été créés, dont 14,6 millions intégrés à la plateforme VNeID. Un investissement de 67 milliards de dollars devrait être alloué au projet de la ligne ferroviaire à grande vitesse nord-sud. Il s'agit du projet le plus grand et le plus moderne avec la période de construction la plus longue jamais réalisée au Vietnam.
Bien qu'il s'agisse d'un capital d'investissement énorme, il reste raisonnable en suivant les calculs complets et scientifiques effectués par les experts. Les recherches sur le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse nord-sud ont commencé il y a 15 ans. En 2010, alors que le PIB du Vietnam n'était que 147 milliards de dollars, l'investissement total attendu pour ce projet était de 56 milliards de dollars, soit environ 38% du PIB national. C'était donc un chiffre irréalisable. À l'heure actuelle, la taille économique a triplé, atteignant plus de 456 milliards de dollars. Le capital total d'investissement pour le projet ferroviaire à grande vitesse, d'un montant d'environ 67 milliards de dollars, ne constitue plus un obstacle majeur. Ce projet donnera un élan important à l'économie s'il est mis en œuvre correctement. Comme nous pouvons le constater, les projets ferroviaires à grande vitesse partout dans le monde créent un formidable élan de croissance. Il s'agit d'un projet d'importance stratégique et nous espérons qu'il sera mis en œuvre dans un avenir proche. Il est prévu que l'économie vietnamienne atteigne 565 milliards de dollars d'ici 2027. Selon les estimations du ministère des Finances, d'ici 2030, les 3 critères, à savoir la dette publique, la dette d'État et la dette extérieure, seront de 5 à 15%, soit inférieurs au niveau autorisé. La dette publique du Vietnam est actuellement de 37%, ce qui est bien en dessous du niveau autorisé de 60%. En exploitant pleinement ce potentiel, nous pourrions accéder à 100 milliards de dollars pour le projet de TGV Nord-Sud. Le Vietnam doit envisager d'attirer des ressources supplémentaires pour des composants tels que les gares et les trains. Le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse devrait demander 10 ans avant de devenir pleinement opérationnel, nécessitant un investissement annuel moyen d'environ 5,6 milliards de dollars. Cela représente 24,5% du capital d'investissement public pour 2021-2025, soit une diminution d'environ 16,2% pour 2026-2030. Ces chiffres sont gérables pour l'économie projetée. En outre, le projet créera des millions d'emplois et contribuera à une augmentation annuelle du PIB d'environ 0,97%. Selon le plan de l'aménagement des portes frontalières terrestres Vietnam-Chine pour la période 2021-2030 avec une vision jusqu'en 2050, il y aura 26 portes frontières d'ici 2030, dont 14 portes frontières internationales. Récemment, le Premier ministre a demandé aux provinces frontalières de se coordonner avec le ministère des Finances pour élaborer un plan directeur des zones frontalières terrestres. Tout suite état de lieu dans la province de Lạng Sơn, où la capacité de dédouanement a fortement augmenté ces derniers temps, contribuant ainsi à promouvoir le commerce frontalier avec la Chine. La porte frontière internationale de Hữu Nghị est la plus grande porte frontière terrestre entre le Vietnam et la Chine. Cependant, les points de collecte des marchandises d'import-export sont tout le temps surchargés. Cette entreprise accélère son processus de transformation numérique pour mettre en place le modèle de poste frontière intelligent. Nous investissons dans les infrastructures afin de faire de la porte frontière de Hữu Nghị un hub logistique moderne de la région. Nous appliquons la technologie numérique pour réduire les coûts, réduire la main-d'œuvre et créer les conditions les plus favorables pour les entreprises d'import-export. Le Premier ministre a approuvé le projet de portes frontières intelligentes de Lang Son. Ainsi, le dédouanement des marchandises peut se faire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et je pense que le volume de marchandises dédouanées sera multiplié par 2 à 3 dans les prochaines années. Récemment, les infrastructures au poste frontalier Vietnam-Chine se sont nettement améliorées, mais elles ne peuvent toujours pas répondre à la forte croissance des activités d'import-export. Les douanes locales suggèrent d'aménager un système de portes frontalières plus adapté afin d'améliorer la capacité des échanges commerciaux. Les douanes locales se coordonnent avec le Conseil de gestion des zones économiques frontalières pour veiller à ce que les conditions de contrôle douanier soient respectées, conformément aux dispositions en termes de personnel, d'équipement et de lieux de contrôle. Actuellement, les localités limitrophes Vietnam-Chine
finalise le plan d'aménagement des zones frontalières ayant des activités commerciales, des infrastructures logistiques et des services touristiques adaptés au potentiel et aux besoins des deux pays. L'Union européenne envisage de modifier la réglementation sur la qualité des textiles dans le but d'élever les normes à un niveau plus élevé. L'objectif est que d'ici 2030, les produits textiles sur le marché européen soient être hautement durables et recyclables. Pour atteindre ces objectifs, tous les produits doivent être principalement fabriqués à partir de fibres recyclées et exempts de produits chimiques nocifs, tout en respectant les droits sociaux. Reportage réalisé par notre correspondant de la VTV en Europe. Tous les produits textiles entrant sur le marché européen doivent respecter des normes strictes. Les vêtements sont des objets du quotidien qui entrent en contact direct avec la peau humaine, et la poussière des tissus peut être inhalée. Par conséquent, les colorants et les adoucissants ne doivent pas contenir de produits chimiques pouvant provoquer des allergies cutanées. Les fibres synthétiques ne doivent pas contenir de métaux lourds et les vêtements pour enfants doivent être conçus pour éviter les irritations ou l'étouffement. Ces normes sont devenues incontournables. Aujourd'hui, une plus grande attention est accordée aux facteurs écologiques. L'éco-conception est devenue obligatoire dans le secteur textile et des réglementations spécifiques ont été introduites. Par exemple, les produits textiles doivent désormais respecter une certaine norme de durabilité tout au long de leur cycle de vie. L'UE prévoit d'imposer une durée de vie minimale de 2 ans, ce qui signifie que dans les 2 ans, le produit ne doit pas se détériorer ni être remplacé par les consommateurs parce qu'il ne répond pas aux normes normales. Les vêtements jetés sont une source importante de pollution et les tissus sont très difficiles à recycler. Les réglementations à venir pourraient être encore plus strictes, obligeant les importateurs de vêtements à assumer la responsabilité de l'ensemble du cycle de vie des produits. Nous exigeons une approche globale de l'industrie textile pour transformer l'industrie d'un modèle de fast fashion en un modèle textile circulaire. Nous demandons que des normes durables dans cette industrie soient établies en priorité. La Commission européenne continue de réexaminer et de renforcer périodiquement les critères vestimentaires dans le cadre de sa stratégie textile durable et circulaire. Ces normes devraient être ajustées d'ici la fin de cette année. Les vêtements mis au rebut devront donc être réutilisés comme matière première pour d'autres produits, plutôt que d'être incinérés ou envoyés dans des décharges. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Les tensions en Israël s'accentuent après que la France et les États-Unis ont décidé aujourd'hui d'envoyer davantage de troupes au Moyen-Orient pour remplir leur engagement en faveur de la sécurité d'Israël. L'ambassade du Vietnam en Israël a lancé un avertissement à la communauté vietnamienne en Israël. L'ambassade du Vietnam appelle les Vietnamiens en Israël à se conformer strictement aux mesures de sécurité et à essayer de rester à proximité des abris souterrains. Les Vietnamiens en Israël sont aussi appelés à rester régulièrement en contact avec l'ambassade du Vietnam et à contacter la ligne hotline de protection des citoyens en cas d'urgence. Après plus de 3 jours de réparation, cet après-midi, le tronçon de la route nationale 2 traversant le village de Nậm Buông, district de Bac Quang, province de Hà Giang, a été recouverte à la circulation en toute sécurité. Le corps de la 6e personne tuée par le glissement de terrain du 29 septembre a été retrouvé. Les opérations de recherche de victimes ont pris fin. Pendant ce temps, la circulation sur le pont flottant de Phong Châu dans la province de Phu Tho a été temporairement suspendue en raison du niveau d'eau très élevé et du haut débit de la rivière Rouge. Dès que les conditions hydroclimatiques le permettront, le brigade 249 de l'armée du génie reprendra des travaux d'assemblage du pont flottant pour assurer le retour du trafic.
Après le passage du typhon Yagi, une masse de déchets provenant des projets de construction, d'attractions touristiques et de cages d'aquaculture ont suivi la marée vers la baie d'Along. Sans une intervention rapide, ce tsunami de déchets menacera sérieusement l'environnement, l'écosystème et les activités touristiques de la baie d'Along, patrimoine naturel mondial de l'UNESCO. Tout de suite, état de lieu. Après le passage de la tempête, des radeaux ostréicoles comme celui-ci ont dérivé de la ville de Quan Yen vers la zone tampon de la baie d'Along. Il n'y a jamais eu d'incident majeur comme celui-ci. La quantité de déchets dans la baie est énorme. Il ne s'agit pas de déchets océaniques ordinaires, mais de déchets de tout type. Il est très difficile de les collecter et de les traiter. C'est un long travail, qui ne peut pas être terminé en 1 ou 2 jours. Immédiatement après la tempête numéro 3, le conseil de gestion de la baie d'Along a mobilisé chaque jour près de 200 travailleurs et 50 navires et bateaux pour empêcher les marées d'ordures et collecter les déchets. En particulier, les grands cages d'aquaculture flottantes en mer sont les déchets les plus difficiles à traiter. Il faut déterminer quelle est la direction du courant. Dans les zones limitrophes du site du patrimoine, nous organisons des équipes ayant pour tâche de ramasser les déchets tous les jours, pour minimiser la quantité de déchets flottants vers la zone centrale du patrimoine. Selon les experts, si les déchets ne sont pas collectés rapidement, ils couleront au fond de la mer, menaçant l'écosystème sous-marin de la baie d'Along. L'environnement de la baie d'Along sera gravement pollué en raison de la quantité de déchets décomposés. Nous nous inquiétons d'un éventuel désastre environnemental affectant l'écosystème sous-marin de la baie d'Along. La pollution environnementale pourrait créer des toxiques, tuant les coraux au fond de la mer. Auparavant, pour consulter des documents historiques précieux, les gens devaient se rendre dans les centres d'archives des musées ou des instituts de recherche. Mais désormais, grâce à la technologie numérique, l'apprentissage de l'histoire est devenu plus facile. Le numérique apporte des expériences plus vivantes au public, aidant les gens, en particulier la jeune génération, à accéder plus facilement à l'histoire et à l'aimer davantage. L'exposition 3D en ligne, chers compatriotes de la capitale, présente de nombreux documents et images illustrant la lutte contre le colonialisme français. Cette exposition emmène les visiteurs dans un voyage à travers l'histoire héroïque de la capitale avec images de l'ancienne citadelle de Hanoï, de la place de l'Opéra et du palais du Tonkin. Les images sont uniques, ces précieux documents présentent l'histoire de la capitale. Grâce à cela, nous pouvons mieux comprendre l'histoire. Grâce aux technologies modernes, les gens peuvent s'asseoir chez eux et accéder facilement et commodément aux documents d'archives. Plus que jamais, l'importance des documents d'archives est promue et diffusée. Pour la première fois, des documents historiques rares sur la libération de la capitale sont présentés au public. Cette exposition en ligne permet aux visiteurs de revivre l'atmosphère héroïque de ce jour historique il y a 70 ans grâce à des effets visuels réalistes. Les visiteurs peuvent explorer chaque étape historique à travers près de 200 documents. L'application des nouvelles technologies s'inscrit dans les tendances actuelles, permettant la préservation à long terme des documents historiques. Cela contribue à promouvoir largement l'histoire auprès de nombreuses générations. Nous avons choisi la technologie 3D pour recréer l'atmosphère enflammée et héroïque de Hanoï à cette époque. Nous voulons refléter la gloire de la nation pour que ceux qui aiment Hanoï puissent s'immerger dans cette atmosphère. Faire revivre des documents historiques grâce à la technologie numérique est une façon pour le public d'aimer davantage l'histoire de la capitale Hanoï, une terre d'héroïsme et de paix. Cela contribue à nourrir l'esprit patriotique et la fierté de la jeune génération. Le marché de Châu Đốc dans la province d'An Giang est depuis longtemps réputé pour ses mắm ou poissons fermentés. Avec ses nombreuses saveurs distinctes, les poissons fermentés de Châu Đốc ne sont pas seulement un plat, mais aussi un cadeau incontournable pour les visiteurs d'An Giang. Dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil, rendons-nous dans cet endroit pour explorer leur tradition séculaire de fabrication de la sauce de poisson fermentée. Lors de votre visite à la province d'An Giang, le marché de Châu Đốc est une destination à ne pas rater.
Cet endroit propose une grande variété de poissons fermentés avec des dizaines de types différents, chacun avec sa propre apparence et sa propre gamme de prix. Combien de types de poissons fermentés avez-vous ici? Plus de 10 types, dont le poisson serpent fermenté, la carpe de boue siamoise, la perche grimpante, le silure, le poisson chat blanc, la carpe indienne et le crabe. Le poisson fermenté de Chao Dok est réputé pour sa grande variété de poissons et le savoir-faire des artisans. Pour produire un produit fini à base de poissons fermentés, il faut passer par des étapes essentielles telles que la sélection, le nettoyage et le salage du poisson, puis la conservation dans des bocaux, des pots en terre cuite ou d'autres récipients appropriés. Le temps de fermentation varie en fonction du type de poisson. Au cours des plus de 100 ans de tradition du poisson fermenté de Chao Dok, ces recettes secrètes ont été préservées et transmises au sein des familles. À l'âge de 11 ou 12 ans, j'ai commencé à faire des poissons fermentés. Notre famille était agriculteur. Pendant la saison des récoltes, lorsque nous asséchions les champs, il y avait toutes sortes de poissons comme le poisson chat blanc et la carpe de boue siamoise. Voyant autant de poissons gaspillés, ma mère a décidé de les conserver en les salant toute la nuit pour en faire du poisson fermenté. À l'époque, nous le préparions uniquement pour la famille, pas pour la vente. Comme il avait bon goût, nous avons essayé de le vendre. Voyant qu'il se vendait bien, nous le vendons depuis. Au début, nous le vendions uniquement sur les petits marchés près de chez nous, mais quand il s'est bien vendu, nous avons décidé de l'apporter sur ce marché. Bien qu'ils utilisent tous les mêmes ingrédients de base, tels que poisson, sel, sucre et poudre de riz grillé, chaque magasin familial a sa propre processus. Il diffère en tout de la sélection des ingrédients, du temps de salage et de la poudre de riz aux recettes spécifiques. La diversité de ces méthodes fait partie de ce qui rend le poisson fermenté de Chao Dok si riche et si réputé. Après le salage, nous ajoutons de la poudre de riz grillé. Ensuite, nous le faisons fermenter pendant 3 mois. Une fois prêt, nous ajoutons du sucre et il est prêt à être vendu. Avec ses terres fertiles, ses fruits abondants et ses champs de poissons et de crevettes abondants, les habitants de Chao Dok ont créé de nombreux plats délicieux. Parmi eux, le pot-au-feu de poisson fermenté est certainement l'un des plats les plus élaborés qui incarne le mieux les caractéristiques distinctives de cette région. La caractéristique la plus particulière du pot-au-feu de poisson fermenté de Chao Dok est la provenance des ingrédients. Au 10e et 11e mois lunaire, les poissons dans les champs sont suffisamment gros pour aller en amont. Ils doivent parcourir plus de 200 km. Ils sont donc idéaux pour faire du délicieux poisson fermenté. Lors de la fabrication du poisson fermenté, plus il est conservé longtemps, meilleur est le produit et plus riche est sa saveur. Ainsi, le poisson fermenté doit être laissé pendant plus d'1 an avant que les gens ne l'utilisent en combinaison avec d'autres ingrédients pour faire du pot-au-feu. Lors de la préparation du pot-au-feu de poisson fermenté, nous mettons du poisson, de la poitrine de porc, des crevettes, des calmars ou de l'anguille, et toutes sortes d'ingrédients qui peuvent être consommés ensemble. Le delta du Mekong regorge de poissons et de crevettes et ses habitants sont connus pour leur travail acharné et leur résilience. De ces dons naturels sont nés les différents plats de poissons fermentés qui sont devenus une particularité de la culture culinaire de la région du Sud-Ouest. La saveur riche et salée du poisson fermenté de Chao Dok évoque la nostalgie et le désir de ceux qui sont loin de chez eux. Et voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV4 sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.